bonjour à tous, bon matin à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez dans l'air du temps, hein, qui agite beaucoup le monde de la RSE, de la durabilité, et même au-delà. La CSRD, donc qui est la prochaine, grosse, réglementation européenne extra-financière, va, changer pas mal la donne, notamment en touchant, beaucoup plus d'entreprises, que la précédente mouture, la NFRD, qui s'appelait en France la DPEF. Voilà, donc on entend beaucoup de choses sur cette future réglementation, mais en pratique, on ne parle pas forcément beaucoup de ce qu'il faut faire concrètement, comment la mettre en place, les choses à faire vraiment de manière très pragmatique, les différentes étapes, etc. Et donc c'est tout l'objet de ce webinaire. Alors pour ça, on a la chance d'avoir, 2 représentantes du cabinet Mazars, donc qui suivent de très, très près, cette réglementation. Alors à double titre puisqu'elles sont aussi, OTI et expertes sur ces sujets-là. Donc je les remercie, de prendre le temps ce matin de venir nous parler, de la CSRD, mais comme je disais, en mode vraiment, pratique, appliqué. Voilà, donc j'espère que vous trouverez, le sujet aussi intéressant que nous. Hésitez pas, si vous avez des questions, alors soit les noter dans le chat, ou à la fin, on aura aussi une période de questions ou de réagir peut-être sur le moment, hein. On veut que ce soit le plus interactif, possible. Voilà, donc écoutez, à moins qu'il y ait, déjà des questions, avant qu'on démarre, je vous propose, Natacha de démarrer. Oui, alors donc je me présente très rapidement. Donc Natacha André, effectivement, j'interviens dans le cabinet Mazars et comme le disait Christophe, moi j'interviens aussi en audit, donc vérification finalement de ces reportings qui vont être produits dans le futur. Donc enchantée, et comme le disait Christophe, surtout n'hésitez pas, si toutefois vous avez des questions, vous pouvez nous interrompre sans problème. Et bonjour à tous. Pendant que Natacha met le support, je vais me présenter également. Donc moi, Edwige Ray, je suis aussi associée et moi, j'ai la particularité de ne pas avoir de casquette financière. En fait, j'interviens uniquement sur les sujets relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable. Et à ce titre-là, j'accompagne notamment les entreprises pour mettre en œuvre de manière pragmatique ces nouvelles réglementations de reporting. Donc, on se complète bien avec Natacha sur ces sujets-là. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Parce que moi, j'ai un écran plein, donc je... Alors, moi, je ne le vois pas. Non. Ah. Non, on ne les voit pas encore. Alors, dans ce cas-là, je vais changer de méthode. Hop. Ça y est, c'est en train d'arriver. OK. Parfait. Alors, on va commencer par quand même vous présenter le contexte de cette directive pour vous expliquer pourquoi on vous en parle et pourquoi, d'une manière ou d'une autre, ce sujet va vous concerner à un moment donné. Déjà, par rapport au contexte, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, hein, vous avez tous dû entendre en parler. À un moment donné, tout ce sujet de reporting extra-financier, il est issu des accords de Paris de 2015 qui a pour vocation d'atteindre une trajectoire 1,5 degré en termes de, alors pas de réduction des émissions, de réchauffement de la température planétaire. Sujet que, pour le coup, je pense que vous avez tous en tête qu'on n'est pas tout à fait dans les bonnes trajectoires aujourd'hui. Mais l'idée au niveau européen a été de dire, nous, en Europe, on s'engage sur cette trajectoire 1,5 degré. Donc, il va falloir mettre en place un certain nombre de dispositifs et de réglementations pour pouvoir piloter la trajectoire de manière assez simple. Et pour pouvoir piloter la trajectoire, il faut que les entreprises, notamment, donnent des informations sur leur propre trajectoire et sur leurs propres actions. Donc, le point de départ, ça a été ça. Ensuite, l'Europe a mis en place un certain nombre d'actions et notamment le deuxième grand sujet, ça a été le Green Deal européen qui, lui, a élargi finalement les attentes. On ne parle plus uniquement de climat, mais on va parler plutôt d'engagements environnementaux au sens large. Et ces engagements environnementaux, ils vont toucher les aspects de biodiversité, les aspects de pollution, les aspects d'économie circulaire. Donc, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels l'Europe a pris des engagements assez forts, à des horizons de temps
progressif. Le premier palier que l'on a, c'est le palier de 2030. On le voit ici avec le plan Fit for 55, où là, on a un objectif notamment important de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% d'ici 2030. Donc, c'est un des engagements dont vous devez entendre parler aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui a été repris totalement par la France dans le cadre de ses engagements nationaux, et on s'est vraiment intégré dans la trajectoire européenne. Mais dans le Green Deal, il n'y a pas que du climat, il y a aussi un certain nombre d'engagements liés aux autres impacts que l'on peut avoir sur notre environnement au sens large. Et donc, en fait, de ces engagements-là, l'Europe a décliné un certain nombre de directives ou de règlements européens qui ont plutôt vocation à voir ce qui est fait aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des vocations de transparence, et c'est totalement le cas de la directive sur le reporting extra-financier, c'est de donner de l'information aux parties prenantes et notamment aux législateurs et aux États pour voir où on se situe dans ces trajectoires fixées par l'Europe. Donc, c'est vraiment l'objectif final. Il y a des obligations qui traitent plutôt du secteur financier, donc les investisseurs, les banques, les assurances, ceux qui vont financer l'économie. Donc, eux, ils ont des obligations, il y a des règlements qui les concernent pour pouvoir publier des informations sur leur politique d'investissement et où ils en sont dans leur trajectoire. Et il y a des obligations, bien entendu, qui concernent les entreprises. En Europe, on avait déjà historiquement une directive sur le reporting extra-financier. Christophe en a parlé, c'est la Non-Financial Reporting Directive qui a donné en France la déclaration de performance extra-financière, mais qui laissait vraiment une très grande marge de manœuvre aux entreprises dans la publication des informations et qui concernait des entreprises de taille plus conséquente. En fait, on était sur des entreprises de plus de 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, des entreprises qui devaient publier de l'information extra-financière. Cette directive-là, l'Europe, dans le cadre de ce Green Deal, l'a jugée insuffisante pour pouvoir piloter ses objectifs en matière de développement durable sur les aspects environnementaux. Donc, elle a remis à plat l'exercice et a modifié cette directive pour donner la CSRD, donc, qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Cette CSRD, qu'est-ce qu'elle change par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent? Elle va changer 3 grandes choses, je vous dirais. La première chose, c'est que le périmètre des sociétés soumises, et on va le voir, est fortement abaissé. Je vous disais, là, on était plutôt à 500 salariés. On va voir qu'on descend à un seuil beaucoup plus bas. Donc, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont être amenées à publier un rapport extra-financier, à donner de l'information sur ces pratiques. Donc, ça, c'est une grande évolution. La deuxième grande évolution, et c'est un peu une révolution dans notre secteur, c'est qu'il va y avoir des standards, des normes de reporting. Ce que je vous disais, c'est que jusqu'à présent, les entreprises, elles choisissaient l'information qu'elles donnaient, elles choisissaient les indicateurs et elles choisissaient la manière dont les indicateurs étaient calculés. Ce qui posait quand même un sujet, c'est qu'on avait peu de comparabilité et peu d'homogénéité dans l'information. Donc, on pouvait suivre une performance d'une entreprise par rapport aux années précédentes, mais c'était difficile de la comparer avec la performance d'une autre entreprise dans le même secteur et puis de savoir où on se situait sur une trajectoire. Et l'idée de ces normes, ça va être vraiment d'homogénéiser les pratiques sur un certain nombre d'informations qui sont en lien avec le Green Deal et des engagements européens. C'est un peu comme au financier. Au financier, on a des normes comptables. En France, on a le Lefebvre. Au niveau mondial, on a les IFRS. Et ça permet d'avoir un langage commun. Et bien là, l'Europe est en train de définir ce langage commun pour qu'on puisse comparer et analyser la performance des entreprises. Et la troisième évolution, c'est que ces données vont être auditées, au même titre qu'elles sont auditées par un commissaire aux comptes aujourd'hui sur les données financières. Eh bien, il y aura également un audit sur la donnée extra-financière. Pas avec le même niveau d'assurance au début, bien entendu, on n'est pas sur la même maturité et puis il y a aussi beaucoup d'informations qualitatives qui sont attendues, mais quand même l'objectif de l'Europe à la fin, alors quand je dis à la fin, c'est peut-être dans 10 ans, on est sur un horizon de temps beaucoup plus lointain, c'est d'avoir de l'information extra-financière qui soit au même niveau que l'information financière. Ça veut dire qu'on analyse le business model d'une entreprise au regard de ses performances intrinsèques financières, mais aussi dans la manière dont elle fait son activité et comment elle impacte son écosystème sur un certain nombre de thématiques. C'est vraiment l'objectif final de l'Europe dans le cadre de ces normes-là.
Si on passe au slide suivant, on peut aller directement pour vous donner une idée, mais on ne rentrera pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de rentrer dans les différents sujets. C'est que dans les normes de reporting telles qu'on a aujourd'hui, on voit bien que l'Europe a déjà identifié un certain nombre de sujets, de thématiques majeures sur lesquelles elle souhaite que l'entreprise donne de l'information. Avec, on va le voir après, un petit élément d'information, c'est que là, on a des normes, on a un cadre qui est général et qui est transverse à toutes les entreprises, mais ce cadre-là, il va être soumis à un exercice très spécifique que je vous décriverai tout à l'heure, qui est le principe d'analyse de double matérialité. Ce qui veut dire très concrètement, c'est que les normes thématiques que vous voyez là, les 5 normes environnementales, les 4 normes sociales et la norme de gouvernance, va être soumis à un exercice qui est de dire quelles sont finalement les thématiques majeures au regard de mon activité, puisqu'en fait, vous n'êtes pas dans les mêmes secteurs, vous n'avez pas les mêmes impacts, et en fait, vous n'adresserez les sujets que s'ils sont matériels pour vous. Ça veut dire que si un sujet n'est pas considéré comme significatif ou matériel, vous n'avez pas d'impact dans ce cadre-là, vous n'aurez pas à publier d'informations sur ce sujet-là. Ça l'éliminera d'office. Donc, il faut voir en tête que cette norme telle qu'elle est présentée, c'est le champ des possibles. Donc, des grands groupes qui ont beaucoup d'impact, qui touchent beaucoup de sujets, beaucoup de secteurs d'activité, vont sans doute publier sur l'ensemble des informations, mais il y a un grand nombre de sociétés qui ne publieront que sur certains sujets. Donc, c'est vraiment un élément important. Pour autant, on voit bien que là, on couvre toutes les thématiques qui sont importantes au niveau européen. Et c'était bien l'idée du législateur, c'était de dire, on va couvrir tous les sujets, on va être assez précis sur les éléments attendus, et ensuite, les entreprises qui seront concernées par ces thématiques-là pourront publier des informations comparables et homogènes. Donc, on a un champ des possibles assez large, en sachant qu'on va différencier, là, je vous présente la structure, l'architecture des normes transverses, mais il y aura des normes spécifiques pour notamment les PME cotées qui vont rentrer dans le dispositif, qui seront plus simples. Il y a quand même un enjeu de progressivité par rapport à ça. Et il faut aussi que vous ayez en tête qu'à moyen terme, on aura également des normes sectorielles plus précises qui seront définies par l'Europe. Ces normes sectorielles, elles vont arriver très progressivement puisque l'Europe se donne 5 ans voire même 5 à 6 ans pour publier ces informations-là, mais elles viendront compléter les informations transverses attendues et préciser un certain nombre de points. Donc ça, c'est quelque chose qui sera progressif pour avoir une information propre au secteur. Si on passe au slide suivant, merci. Le point à avoir, et ça, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, c'est que ces standards, ce ne sont pas que des indicateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Dans la manière dont sont construites les normes, on va retrouver une structure qu'on avait aujourd'hui dans les déclarations de performance extra-financière. Il y aura une grande partie des éléments à produire dans le rapport de durabilité qui concerneront la gouvernance de l'entreprise. Donc, on est clairement sur du qualitatif. Comment on s'organise pour adresser ces sujets extra-financiers, ces sujets RSE. Il y aura une partie qui sera de présenter les enjeux matériels issus de la double matérialité, de l'exercice de double matérialité. Quels sont les sujets qui concernent l'entreprise? Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, de manière assez simple, c'est face à chacun des enjeux que vous avez identifiés, de thématiques majeures que vous aurez identifiées, c'est de présenter votre stratégie, votre politique. C'est comment j'adresse cet enjeu, quels sont mes objectifs, quelles sont les actions, quelle est la feuille de route que je me donne pour atteindre ces objectifs et adresser ce sujet-là. Donc, on va être sur une description des plans d'action mis en œuvre. Et ensuite, on arrivera sur les indicateurs. Mais en soi, l'indicateur, c'est vraiment la finalité et ça représente quelques data points dans les normes. Avant, on a toujours la même structure, c'est quelle est ma gouvernance, quelle est ma stratégie, quel est mon plan d'action, quelles sont les ressources que je mets en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et ensuite, je mets mes indicateurs qui permettent de piloter la performance. Donc, ce n'est pas qu'un sujet de reporting et de remontée d'informations, il y a toute une structuration en amont d'une stratégie RSE à mettre en place au regard des thématiques qui sont majeures pour les entreprises. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous n'avez que les indicateurs et que vous n'avez pas le reste, finalement, le rapport de durabilité, il ne sert pas à grand-chose à l'arrivée. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir se projeter avec des éléments stratégiques. Donc, on voit bien les 4 domaines de reporting. Et maintenant, si on va directement pour se dire, mais finalement, qui est concerné aujourd'hui par cette CSRD,
l'Europe a prévu une mise en place avec des vagues, en fait, des vagues de mise en œuvre et un timing fixé. Aujourd'hui, on va avoir un certain nombre d'éléments. Les premières entreprises qui vont rentrer dans l'exercice de reporting, ça va être les entreprises qui étaient soumises à la NFRD avant. Donc, les sociétés cotées, banque, assurance, de plus de 500 salariés et avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 millions d'euros de total bilan. Là, c'est en 2025 sur l'exercice 2024. Ensuite, deuxième vague, rentreront les nouvelles entreprises soumises au reporting. Et là, on va avoir des entreprises qui vont, les seuils vont franchement descendre parce qu'on va être sur des entreprises de plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de total bilan. Et c'est 2 des 3. Ça veut dire que vous pouvez avoir moins de 250 salariés, mais dépasser les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et les 20 millions d'euros de total bilan, et vous allez devoir produire un rapport de durabilité. Donc, en 2026, sur l'exercice 2025. Et le gros du travail va être pour ces entreprises-là, notamment celles qui étaient entre 250 et 500 salariés, puisqu'elles n'ont pas de rapport aujourd'hui. Elles n'ont pas d'information. Donc, il y a toute la structuration de la stratégie RSE à mettre en place. Et ensuite, arrivera en 2027, sur l'exercice 2026, les PME cotées, donc entre 10 et 250 salariés, qui auront des normes SRS spécifiques, des normes à mettre en place allégées sur ce sujet. Et une des spécificités de cette CSRD, c'est qu'elle est extraterritoriale. En 2028, les grands groupes non européens qui auront des filiales ou des succursales en Europe devront également publier des informations sur leurs pratiques en matière de reporting extra-financier. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on élargit le champ, mais on n'élargit pas uniquement à des entreprises européennes. On va attendre des informations d'entreprises non européennes, d'entreprises non américaines qui sont sur le sol européen, qui commercialisent sur le sol européen et qui jusqu'à aujourd'hui ne publiaient pas d'informations. Donc, on est vraiment sur une mise en œuvre progressive, mais avec un abaissement des seuils très important. Et comme en plus le reporting va adresser la chaîne de valeur, même si vous n'êtes pas dans les seuils aujourd'hui, ayez en tête que vos donneurs d'ordre vont aller chercher de l'information chez vous et vont vous demander qu'est-ce que vous mettrez en place sur certains sujets, sur certaines thématiques que eux-mêmes ont identifiées comme majeures. Donc, il y a un effet un peu cascade qui arrive. Soit vous êtes soumis au reporting demain et vous devrez publier un rapport de durabilité, c'est-à-dire un exercice de transparence de l'information, soit vous n'êtes pas soumis, mais il est très probable que vos donneurs d'ordre, notamment en B2B, vous demandent de l'information pour pouvoir les alimenter. Ah, je crois qu'on a perdu. Ouais, je me demandais si c'était que de mon côté, mais Edwige, tu nous entends? Bon. Écoutez, je vais continuer. Donc, effectivement, ce que disait Edwige, c'est que d'une manière ou d'une autre, effectivement, avec cet élargissement du périmètre qui est concerné par la CSRD, on va avoir une intégration d'entreprises de plus en plus, enfin, de taille de plus en plus petite, et il est fort probable que soit en étant soumis à cette réglementation, soit parce que vos investisseurs ou vos parties prenantes vont vous réclamer des indicateurs, vous ayez d'une manière ou d'une autre à vous intéresser à ce sujet de la CSRD. Alors, comment s'y préparer et finalement pourquoi s'y préparer? Quel est l'intérêt d'un point de vue de l'entrepreneur et de l'entreprise de se mettre en ordre de marche vers cette directive européenne? Alors, vous allez le voir, en fait, ce qu'on va mettre un peu en exergue, c'est que finalement, ces sujets, il y a une base réglementaire, effectivement, il faut répondre et se conformer à un texte européen, mais c'est un sujet qui est tellement vaste et qui embrasse tellement de notions qui sont liées à vos activités que finalement, il y a un intérêt sous-jacent à se conformer à ce texte et même à être motivé à mettre en application les différents éléments des ESRS, donc des différentes normes que Edwige vous a présentées. Alors, quelles sont ces opportunités que la CSRD va permettre de saisir? La première qu'on identifie assez facilement, c'est qu'elle va permettre de faciliter l'obtention de financement. Pourquoi? Parce que, comme le disait Edwige tout à l'heure, le secteur financier est aussi très fortement impacté par ces réglementations européennes, par la CSRD d'une part, mais par d'autres réglementations qui sont aussi très exigeantes.
Et donc, ces investisseurs vont eux aussi devoir montrer patte blanche, entre guillemets, sur la manière dont ils vont orienter leurs capitaux. Ce qui veut dire qu'en tant qu'entreprise, vous allez avoir des opportunités en matière de conditions de prêt à saisir. Et ça, c'est quand même intéressant dans le contexte actuel où on voit une hausse des taux qui est très significative, puisque certaines banques vont notamment proposer des prêts que l'on appelle des Sustainability Linked Loans, qui, quelque part, vont indexer le taux d'intérêt du prêt à l'atteinte de certains objectifs ESG. Et donc, les objectifs sont fixés d'un commun accord entre la banque et l'entreprise en fonction de la trajectoire qu'elle s'est fixée. Ça peut être les émissions de gaz à effet de serre, ça peut être l'atteinte de certains objectifs sociaux, enfin ça peut être l'équité par exemple dans les organes de direction. Et en fait, en fonction de l'atteinte de ces objectifs-là, il va y avoir un intéressement un peu dégressif sur la manière dont le taux sera appliqué sur les prêts qui seront consentis à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place et qui est de plus en plus fréquent dans les banques. Ensuite, l'autre point, même si vous n'êtes pas intéressé ou vous n'avez pas accès à ce type de prêt, ça peut simplement être l'attractivité finalement pour les investisseurs de votre modèle et de vos produits ou de vos projets. Plus un projet va être labellisé vert, plus il va attirer les investisseurs, plus vous pourrez faire quelque part jouer la concurrence pour obtenir de meilleures conditions de financement. Donc ça, c'est aussi très important. Il y a un autre texte qu'on n'a pas évoqué en introduction, mais qui est extrêmement significatif, c'est la taxonomie verte européenne. C'est une forme de classification finalement des activités, de toutes les activités économiques, selon leur caractère durable. Et en fait, plus une entreprise va réaliser des activités qui seront considérées comme durables, plus les ratios qu'elle va publier au titre de la taxonomie seront favorables et donc ça va attirer les investisseurs pour injecter effectivement des capitaux dans ce business model. Et par ailleurs, c'est aussi une manière de rassurer les investisseurs historiques, j'ai envie de dire que finalement, vous avez bien intégré dans votre analyse de risques et opportunités cette thématique RSE qui, de toute manière, nous impacte de plus en plus fortement et on le constate très régulièrement. Le climat et même d'autres aspects environnementaux nous impactent assez directement dans nos activités. Donc ça, c'est le premier volet, c'est vraiment un volet autour du financement et des conditions d'accès à du financement. Ensuite, on a un autre volet qui est la maîtrise des risques. Et comme je le disais, on est impacté très régulièrement par l'ensemble des manifestations du dérèglement climatique, entre autres. Finalement, de bien comprendre la manière dont votre entreprise est soumise à ces différents risques et de s'y préparer, de mettre en place des actions pour prévenir ces risques, ça vous donne beaucoup plus de résilience et quelque part, ça garantit votre pérennité pour la suite et votre capacité à continuer à créer de la valeur dans un monde qui change et dans un monde où finalement on va avoir de plus en plus d'impact. Il y a également un point très important qui est la chaîne de valeur dans les concepts qui sont traités par la CSRD. Et donc sur la chaîne de valeur, ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement ces risques RSE, certes, vos propres activités y sont soumises, mais il y a également les activités de vos fournisseurs et les activités de vos clients. Et donc quelque part, tout cela peut vous impacter vous-même sur votre rentabilité, puisque si vous avez un défaut de votre fournisseur qui ne peut plus vous alimenter, ou si vos clients ne sont plus intéressés par vos produits parce qu'il y a eu une modification totale du marché, ça va vous impacter. Donc cette directive européenne, elle induit aussi une réflexion sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire ne pas seulement considérer vos activités, mais aussi intégrer la chaîne amont et aval. Et bien entendu, ensuite, évaluer les impacts financiers que ces différentes manifestations de l'environnement, de changement de prisme climatique peuvent induire en termes d'impact financier pour vous. Le troisième intérêt, c'est vraiment le fait de pouvoir se démarquer de la concurrence et quelque part, c'est aussi un vecteur d'innovation d'intégrer ces thématiques ESG.
Pourquoi ? Parce que quelque part, quand on réfléchit à un modèle d'affaires avec cet objectif d'aller vers plus de sobriété, d'économie d'énergie et finalement de prise en compte de la chaîne de valeur, on se rend compte que beaucoup d'entreprises finalement sortent un peu du cadre et arrivent à imaginer d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de dérouler leur business model. Et souvent, ça va de pair avec des opportunités financières en termes de nouveaux débouchés, nouveaux produits, nouvelles manières de fonctionner, peut-être plus rentables car moins coûteuses également. Donc, il y a une réflexion à avoir sur les investissements que vous réalisez, parce que ça aussi, dans le texte taxonomie verte, c'est un point important. On va mesurer comment vous orientez vos investissements. Quand vous avez à investir, est-ce que vous choisissez vos projets en intégrant cette dimension ESG ? Et ça va être également quelque chose qui devra faire partie de votre communication. On a des risques de transition qui se manifestent de plus en plus. Alors, quand on parle de risques de transition, ça va aussi être des risques liés à la réglementation qui va évoluer. Si je vous donne un exemple de la loi climat qui a eu pour impact que maintenant les passoires thermiques, avant de pouvoir les louer, il va falloir réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de ces immeubles, par exemple. Et bien ça, vous voyez bien que c'est une réglementation qui est externe au business d'une entreprise lambda, mais qui viendra s'imposer et qui finalement va transformer ce business puisqu'on sera bien obligé d'intégrer cette réglementation et d'y faire face. Donc le risque de transition, c'est aussi ça, c'est comment notre environnement se transforme, les règles se transforment, le marché se transforme et comment on doit finalement réagir pour intégrer cette transformation. Le dialogue avec les parties prenantes, c'est aussi quelque chose qui représente une vraie opportunité parce que en termes de gouvernance, la CSRD donne des pistes de réflexion très intéressantes sur comment intégrer davantage les différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les employés, les investisseurs, dans la réflexion globale vers une activité plus durable. Et puis, quelque part, ça permet également de tenir des promesses qu'on pourrait être tenté de faire sur la durabilité de nos activités, sur l'adéquation des attentes du marché avec ce qu'on peut proposer. Et on sait que le marché est maintenant très en attente de produits plus durables. Donc, effectivement, ça permet aussi d'être aligné sur cette proposition de valeur. Et enfin, en termes d'attractivité et d'acceptabilité sociale, forcément, quand on va vers une activité plus durable qui intègre davantage le microsystème dans lequel on évolue, eh bien, ça participe à améliorer l'attractivité de l'entreprise, à retenir les talents et à faire adhérer les différentes communautés qui entourent l'entreprise. Donc voilà pour les opportunités. Je ne sais pas si Edwige est revenue. Je suis revenue. Mon réseau s'est réactivé. J'ai vu qu'il y avait une question en revenant sur le chat. Donc, en effet, on parle d'extraterritorialité. Donc là, je vous ai parlé des normes de reporting européennes, donc les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards. Mais en effet, il faut que vous ayez en tête qu'au niveau international, on a des normes qui sont en train de se construire. Et en effet, c'est l'ISSB qui s'occupe de ce sujet-là. Vous avez peut-être entendu parler puisque Emmanuel Faber, qui était ancien directeur de Danone, a rejoint cette structure-là pour justement travailler sur les normes. Et donc, ça a fait beaucoup parler à cette époque-là. Et l'ISSB travaille également sur des normes de reporting internationales. Alors, c'est une initiative privée, donc il faudra que les États endossent cette norme, en sachant qu'en Europe, les ESRS sont obligatoires et que les entreprises devront les appliquer. Donc, l'Europe et l'ISSB se parlent. Ils se parlent beaucoup, puisque tout l'enjeu qu'il y a, c'est qu'il y a un rapprochement ces deux normes-là avec, on espère, c'est ce qu'ils nous ont promis, que si vous êtes concerné par les ESRS, si vous êtes soumis et vous publiez des ESRS, normalement, vous devriez répondre à l'ISSB. Modulo peut-être quelques indicateurs complémentaires, mais qui ne seraient pas en doublon, qui seraient en plus au niveau de l'ISSB, mais ça vous permettrait de répondre à ce sujet-là également. Donc, c'est la promesse qui a été faite par la Commission et l'ISSB d'avoir une convergence et de ne pas faire le travail deux fois. Donc, ce que vous aurez fait pour les ESRS devrait permettre à contribuer au reporting selon l'ISSB. C'est important, notamment pour des entreprises
qui travaillent avec les États-Unis ou le Canada, en fait toute l'Amérique du Nord, qui eux vont plutôt partir. On s'attend que ça soit plutôt dans cette zone-là que l'ISSB, le standard de l'ISSB sera retenu. Mais si vous avez répondu aux ESRS, normalement, d'après ce que nous disent les deux organisations, vous n'aurez pas à faire 2 fois le travail. Donc, ça serait quand même plutôt une bonne chose pour une fois d'avoir cette convergence-là. Sur l'approche générale, comment aborder ce sujet-là? Parce que là, on vous parle de normes, d'obligations de reporting, de calendrier, mais l'idée aussi, c'est de vous donner des éléments pour savoir où le prendre et comment avancer. La première étape, de manière assez simple, c'est de dire déjà est-ce que je suis soumis ou pas à cette norme. Donc, regardez les seuils que je vous ai donnés, 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan 2D3, que l'on regarde sur un périmètre consolidé financier. C'est vraiment au niveau de la tête de pont qu'on regarde ces seuils-là. Et si vous êtes concerné, il faut se dire, je dois publier une information. À quel niveau? Au niveau du groupe, les filiales sont exemptées si la maison mère publie un rapport pour son compte. Si vous avez une filiale qui dépasse les seuils, si le groupe publie, la filiale n'a rien à faire, sauf si elle-même est cotée. Voilà, c'est le petit cas d'exception. S'il y a une filiale cotée, la filiale doit publier des éléments. Mais sinon, tout va être porté au niveau du groupe. Le reporting va être porté par le groupe. La deuxième étape, ça va être de s'approprier justement les éléments qu'on vous a présentés. Quel est le périmètre, le principe de la chaîne de valeur, le calendrier, quel est le calendrier de mise en œuvre. On a aussi, avec les textes qui sont publiés aujourd'hui, il y a une mise en œuvre progressive sur 3 ans avec un principe de phasing où l'Europe prévoit que certaines informations ne seront pas forcément obligatoires la première année, mais que la 3e année. Donc, il y a tout un élément de prise en connaissance des possibilités qui vous sont données en matière de publication pour pouvoir programmer finalement votre feuille de route. Et puis, la première étape, moi, qui me paraît importante, c'est de réfléchir à votre gouvernance. C'est comment vous allez vous organiser en interne, comment les organes de gouvernance vont s'intéresser à ce sujet-là, qui va être en charge. Je pense que c'est un élément clé d'avoir ce principe de sponsor et d'organe de gouvernance qui va prendre le sujet et ensuite savoir qui opérationnellement va l'adresser et va suivre le chantier. Donc ça, c'est un point majeur. Ensuite, première étape, ça va être de formaliser votre modèle d'affaires. Formaliser le modèle d'affaires, alors les textes sont très descriptifs sur les éléments que vous devez mettre en œuvre, mais ça a surtout un intérêt, ça va être de comprendre aussi votre chaîne de valeur, avec qui vous travaillez en amont, où ils sont positionnés dans quelle zone géographique, sur quelle matière première, notamment avec quelle matière première vous travaillez. Donc, ça va permettre de poser les choses et ça va vous aider pour la suite, de bien comprendre votre écosystème, les données entrantes et les données sortantes de votre modèle d'affaires. Ça va être très aidant pour pouvoir positionner les sujets. Parce que l'étape suivante, et qui est sans doute encore un élément majeur de ce texte, c'est vraiment cette analyse de double matérialité. Et je crois qu'on en parlera après, donc je reviendrai dessus. Mais vraiment, ça va être l'élément qui va permettre de déterminer quelles sont les thématiques que vous devez couvrir, quels sont les enjeux que vous devez adresser par la suite. Donc, c'est le début finalement d'un certain entonnoir. On est vraiment sur un univers des possibles assez large au début qui va se restreindre par la suite en fonction des enjeux qui sont les vôtres, en fonction de votre secteur d'activité, de vos produits, de votre chaîne de valeur, finalement, de vos fournisseurs, de vos matières premières. Ça va permettre de faire cet effet d'entonnoir-là. Donc ça, c'est un élément important parce que ensuite, une fois que vous avez identifié vos thématiques majeures, c'est là où vous allez faire le croisement avec les normes. Et c'est qu'à ce moment-là, finalement, vous allez faire le croisement avec les normes thématiques, vous dire, je suis concerné par ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'attendent les normes sur ce sujet? Donc, ce qu'on appelle les disclosure requirements et les data points. Et qu'est-ce que je dois publier? Et qu'est-ce que je dois publier en information qualitative? Qu'est-ce que je dois structurer comme stratégie? Et qu'est-ce que je dois publier en termes de reporting, d'information financière? Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là où vous allez pouvoir identifier des trous dans la raquette, parce qu'il n'y a nul doute que vous faites énormément de choses déjà sur le sujet, mais l'analyse d'écart qu'il faudra faire, ça va vous permettre de rattacher des actions, rattacher du reporting à des data points attendus par la norme. Et vous verrez ce qui vous manque et ce que vous devez compléter et ce que vous cochez déjà. Et c'est à partir de là que vous pourrez construire votre feuille de route sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, de manière progressive pour pouvoir construire votre stratégie et vos politiques sur les sujets manquants, définir vos objectifs, notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, structurer votre gouvernance et mettre en place votre reporting. Finalement, le reporting,
il arrive à la fin. Ça va permettre de piloter votre politique. On a des indicateurs qui vont être imposés, mais qui sont totalement liés à la thématique que vous devez adresser. Et vous pourrez toujours, si vous avez déjà un reporting, si vous avez déjà des éléments de pilotage, continuer à publier des informations sur d'autres sujets avec des indicateurs métiers qui vous sont propres. Il y a toujours cette liberté qui existe aujourd'hui d'adresser les sujets en fonction des secteurs d'activité et de vos engagements historiques. Et à la fin, on arrive à la publication, mais qui n'est que le résultat de ce processus avec un plan de communication à définir. Voilà. On a une question, je vais peut-être la prendre tout de suite, que je vais lire. Donc, quand on s'appelle BPI, on a souvent comme clients tous les acteurs de la chaîne de valeur, sociétés, leurs fournisseurs, leurs clients. Comment ne pas compter les émissions en double ou en triple? Alors, vous allez compter les émissions en double ou en triple. Je vous le dis tout de suite. C'est le principe des émissions Scope 1, Scope 2, Scope 3. Donc, Scope 1, Scope 2, c'est votre périmètre, mais Scope 3, en effet, vous allez intégrer votre chaîne de valeur. Et donc, en effet, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont comptées 2 fois. Elles sont comptées à votre niveau et elles sont comptées au niveau des fournisseurs. Et c'est pas grave. En fait, l'idée de ça, c'est de se dire que à votre niveau, parfois en tant que donneur d'ordre ou quand vous commercialisez, par exemple, une entreprise qui commercialise un produit, un des enjeux, c'est que vous avez une action possible via des politiques, via quand vous achetez, vous pouvez demander un certain nombre de critères spécifiques. Vous avez des actions pour réduire les émissions dans cette chaîne de valeur. Bien entendu que ça va aider le fournisseur lui-même à réduire ses émissions. Mais le fait de compter plusieurs fois, c'est pas bloquant. Dans l'esprit d'un bilan carbone, on compte plusieurs fois, mais on considère que l'entreprise, elle a différents niveaux d'action au niveau opérationnel et au niveau de sa chaîne de valeur, soit en tant que donneur d'ordre, soit parce qu'elle design des produits et qu'elle a pour objectif de faire en sorte que ces produits soient le moins émissifs possible ou le moins polluants possible. Donc oui, c'est pas grave, le bilan carbone est construit pour ça et vos leviers sont différents. Ayez bien en tête que les leviers sont différents, mais tout l'enjeu, et c'est bien l'idée quand on parle de neutralité carbone notamment, la neutralité carbone, elle ne se mesure pas à l'aune d'une entreprise, elle se mesure à l'aune d'un écosystème. Et donc, c'est l'ensemble des actions qui sont prises en propre et sur votre périmètre d'action qui font qu'on pourra atteindre une neutralité carbone à un moment donné ou un net zéro émission. Donc oui, on compte 2 fois. Non, c'est pas grave parce que les attendus sont différents. On n'attend pas la même chose de vous sur un scope 1 et 2 que sur un scope 3 où c'est plutôt les politiques que vous mettez en œuvre, votre politique d'achat notamment qui va jouer. Mais il faut s'y faire, en effet, c'est quelque chose qui arrive. Sur une feuille de route, on vous a donné ici un exemple de feuille de route sur le sujet. Des différentes étapes. On va dire qu'on est sur un projet à 2 ans. Parce que grosso modo, la plupart d'entre vous, s'ils sont soumis, ça sera en 2026 sur l'exercice 2025. Donc, vous avez 2 ans devant vous. L'idée, on vous met un peu les différents jalons que vous devez prendre en compte et à quel timing ça doit se mettre en place. Avec la première étape, on en a parlé, qui est l'acculturation du management. Ensuite, on va rentrer dans les étapes de mise en conformité avec la CSRD. On en parlait, réaliser l'analyse de double matérialité, regarder l'écart que vous avez avec ce que vous faites déjà pour travailler à bon escient et bien prioriser les chantiers avec la possibilité qui est donnée par la Commission européenne d'avoir des éléments qui seront publiés que dans 3 ans. Donc, en fonction de le chantier, si c'est un quick win que vous pouvez mettre en place très vite, c'est quelque chose que vous pourrez faire dès la première année de reporting. Par contre, on a bien conscience qu'il y a des chantiers sur des stratégies, sur des objectifs de réduction, notamment d'émissions de gaz à effet de serre, qui prendront plus de temps. Donc, vous pourrez publier à plus long terme. Ensuite, une fois que vous avez fait ce bilan-là, vous allez organiser votre reporting, former les équipes pour être à même de remonter une information dans les délais attendus, travailler sur la taxonomie des activités vertes également en parallèle au regard de vos investissements et de la durabilité de vos activités pour aboutir, je vous dirais, 3 mois avant l'échéance, à une première mouture du rapport de durabilité. En sachant que le gros du travail, vous allez le faire entre J-24 et J-6. Grosso modo, c'est vraiment la période où vous allez travailler sur le fond, sur votre stratégie, sur vos politiques et sur vos objectifs et commencer à travailler sur le reporting. Et dernier élément de contexte qu'il faut que vous ayez en tête, et je pense que c'est bien de passer 2 minutes sur le principe de l'analyse de double matérialité, puisque c'est vraiment un élément clé du rapport de durabilité de la CSRD. C'est vraiment un principe que l'Europe pousse haut et fort, parce que justement, c'est un principe qui nous différencie de la matérialité uniquement financière, qui est celle qui est portée par l'ISSB, et notamment les États-Unis.
Quel est le principe de double matérialité sur le papier? Il est assez simple, c'est de dire on a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est moi, entreprise, du fait de tous les changements qu'il y a aujourd'hui, environnementaux, climatiques, le fait que je vais manquer de ressources, etc. Tous ces éléments-là vont avoir un impact sur ma rentabilité, sur la manière de faire mon business et donc sur les aspects financiers. Donc, il y a un premier point, un donné d'entrée, c'est la partie outside in, c'est comment toutes ces évolutions qu'il y a en extérieur de l'entreprise vont impacter mon modèle d'affaires et vont impacter mes finances, tout simplement. Donc, quel est mon impact financier du fait que demain, je ne pourrai pas m'approvisionner en matières premières comme je le faisais aujourd'hui dans certaines zones géographiques parce que demain, on sait que ces zones géographiques-là vont être touchées par des événements majeurs et donc j'ai besoin de diversifier typiquement mon approvisionnement. Là, on est sur un impact financier. À la fin, on pourrait avoir des difficultés à vendre, à s'approvisionner et de vendre ensuite les produits parce qu'on n'arrivera pas à les fabriquer. Donc là, on est plutôt sur la matérialité financière. C'est comment tout ça m'impacte, moi, entreprise. Et l'Europe regarde une deuxième matérialité qui est la matérialité d'impact, c'est de se dire, moi, entreprise, je consomme de l'énergie, je consomme des ressources, je pollue potentiellement, j'ai des émissions de gaz à effet de serre, donc j'ai un impact sur mon écosystème, j'ai un impact sur mon environnement et je dois aussi le considérer. Et ça, c'est la matérialité d'impact, c'est le inside out. L'idée est de dire aussi de se regarder et de dire quel impact on va avoir sur l'écosystème. Et c'est ça la double matérialité, c'est que dans l'exercice, il va falloir considérer les deux. Les Américains, si je résume un peu, les Anglo-Saxons, eux, ils considèrent que la matérialité financière. Eux, ils regardent finalement que l'impact de ces changements vont avoir sur l'entreprise en termes financiers, en termes de continuité d'activité. Nous, en Europe, on rajoute cette matérialité d'impact qui, pour le coup, a quand même du sens parce que tous ces enjeux de changement climatique, l'idée, c'est pas de se dire ça va m'impacter, mais je ne fais rien pour le réduire. On considère que les entreprises ont un rôle à jouer dans l'évolution de leur business model pour aussi identifier les impacts qu'elles peuvent avoir sur le climat, sur l'environnement, sur la biodiversité et travailler sur ces sujets-là. Et c'est ça le principe de double matérialité, c'est de regarder ces deux volets de manière différenciée et ne pas se concentrer que sur un seul. Et à la fin, les thématiques que vous allez adresser, c'est les thématiques les plus importantes dans les deux sujets. Ce n'est pas le recoupement des deux, c'est vraiment on regarde les sujets, les enjeux importants du point de vue de la matérialité d'impact et du point de vue de la matérialité financière. Et c'est ces thématiques-là que vous allez adresser dans votre rapport de durabilité et que vous allez confronter avec les informations attendues dans les normes de reporting, les ESRS. Si pas de questions sur ce sujet-là, on va peut-être passer directement aux exemples concrets. Voilà. Tu me dis, Edwige, s'il y a des questions, parce que je ne vois rien. Non, je regarde justement, mais là, il n'y en a pas d'autres. Ok, très bien. Bon, alors, je vous propose de plonger un peu plus dans le concret par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur ce reporting qui va vous demander d'apporter de nouvelles informations. Finalement, quand on réfléchit à la stratégie de l'entreprise pour aller vers plus de durabilité, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre comme action concrète ? Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de dérouler 4 grands sujets. On va commencer par l'immobilier, on va ensuite parler de mobilité, d'économie circulaire et on va parler ensuite des salariés. Et je pense qu'à travers ces 4 grandes thématiques, on va toucher quand même l'ensemble des entreprises, même si ce n'est pas forcément des choses qui sont propres à chaque secteur. Mais normalement, vous y retrouverez des actions que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise. Alors, sur l'immobilier d'entreprise, ce que l'on peut constater, c'est qu'en fait, on ne pourra pas tous se diriger vers une offre immobilière qui sera net zéro carbone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de bâtiments qui répondent à ces caractéristiques pour pouvoir alimenter et pour pouvoir loger l'ensemble des entreprises du territoire. Donc déjà, ça, c'est un constat. Et donc, il va falloir mettre en œuvre des actions concrètes pour faire finalement avec l'existant et pouvoir améliorer les bâtiments qui existent déjà. Et ça a plusieurs avantages. Le premier qu'on note ici, c'est que finalement la rénovation, c'est une bonne solution parce que ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'aides. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises qui souhaiteraient rénover leurs immeubles. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est assez facilement identifiable. En fait, comme action, il suffit de faire un diagnostic pour pouvoir se rendre compte des leviers qu'on pourrait actionner sur les bâtiments qui existent déjà.
Le deuxième point qui peut être inspirant quand on est une entreprise et qu'on est à la recherche, par exemple, de nouveaux locaux, c'est de se dire qu'il ne faut pas forcément s'orienter vers des choses qui ont déjà un usage et une destination bien définie pour le besoin que l'on a. Il faut parfois ouvrir un peu ses chakras et se dire qu'il existe un certain nombre de bâtiments, de fonciers qui pourraient être reconvertis, et ça peut même représenter des opportunités financières, c'est-à-dire que parfois on ne pense pas à aller voir du côté d'anciens bâtiments publics, d'anciens logements, d'anciennes friches industrielles. Et pourtant, il y a de très bonnes affaires à faire sur ce type de bâtiments. Et en plus de ça, ça vous permet de contribuer à vos objectifs de durabilité puisque vous recyclez du foncier et vous n'artificialisez pas davantage de sol. Alors, quand je parle d'artificialisation, ça fait aussi écho à la biodiversité, qui est l'un des piliers qui est traité finalement dans la CSRD. Et beaucoup d'entreprises souvent disent non mais finalement moi la biodiversité j'ai assez peu d'impact sur la biodiversité, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'en fait on a toujours un impact sur la biodiversité en fonction de notre activité, de là où on est situé, c'est plus ou moins fort, mais typiquement sur le sujet des bâtiments, il y a des leviers à actionner, notamment, pourquoi pas, de renaturer certains espaces. Et ça, c'est relativement simple à faire, c'est de redonner vie à certains espaces qui étaient peut-être très bétonnés, et pourquoi pas proposer comme ça aussi aux salariés des espaces un peu plus conviviaux et sympathiques. Alors, vous le verrez au fur et à mesure que je vous donne ces différentes actions possibles, vous avez en face le texte en fait qui correspond dans la CSRD, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment des leviers concrets que vous pouvez actionner et qui vous permettront de pouvoir alimenter votre reporting de CSRD à travers les différents ESRS. Donc ça, c'est les différentes normes qui composent finalement le canevas global de ce reporting. Et vous voyez, on vous met les exemples d'informations concrètes qui sont listées dans la CSRD. Donc, c'est vraiment une réponse concrète au texte que l'on vous propose ici. Alors ensuite, quand on parle de bâtiments, on ne peut pas échapper à la question de l'énergie. Et donc, forcément, une bonne idée serait de se poser la question du coût de l'énergie et finalement de savoir s'il n'y a pas des investissements qui pourraient permettre d'avoir plus de rentabilité parce que ça nous ferait baisser un certain nombre de coûts pour la production de chaleur et de froid. Donc tout ce qui est géothermie, pompe à chaleur, le solaire, etc. Ce sont des options aussi à envisager. Au-delà du bâtiment, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'une grosse partie de notre consommation d'énergie, elle n'est pas forcément que liée au bâtiment en tant que tel, mais aussi aux usages que l'on va avoir dans ce bâtiment. Et donc là, ce qui peut être intéressant pour un certain nombre d'entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, c'est de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des règles de vie, c'est-à-dire comment utiliser au mieux ces bâtiments pour pouvoir économiser l'énergie, l'électricité, le gaz, l'eau. Et tout ça, ça peut se faire à travers des capteurs, ça peut se faire à travers des petits systèmes très simples à mettre en place pour économiser l'eau sur les robinets, etc. Donc, ce sont des leviers qui paraissent comme ça très petits, mais qui finalement peuvent avoir un impact relativement important. Et puis, le dernier point qui est plus structurant en termes de stratégie, c'est de se dire, finalement, quand on regarde nos implantations géographiques, alors ça dépend vraiment de vos activités, tout le monde n'est pas concerné, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une optimisation de cette chaîne logistique à mettre en œuvre? Pourquoi? Parce que dans le futur, on va avoir certaines régions qui vont présenter des risques physiques accrus, et peut-être qu'il faut se poser la question de l'implantation de certaines activités en fonction de ça, ou tout simplement parce qu'on peut avoir des régions qui seront attractives d'un point de vue coût et qui en plus donneront accès à des transports bas carbone. Donc voilà un petit peu les différentes actions qu'on peut peut-être activer sur l'immobilier d'entreprise, et vous voyez en face à chaque fois que ça répond effectivement à un certain nombre de SRS et d'informations à fournir dans la CSRD. Alors, on passe aux solutions de mobilité. Alors, le constat, c'est que une grosse partie, quasiment un tiers de nos émissions en France proviennent du secteur du transport et en majorité du transport routier. Donc, pour faire face à cela et pour aussi contribuer à améliorer votre reporting de durabilité et mettre en place une stratégie,
L'idée serait aussi d'engager une réflexion autour des modalités de transport. Donc, pourquoi pas, pour les moyens de transport qui sont utilisés au sein de l'entreprise, amorcer un passage à l'électrique, à l'hybride ou à d'autres types d'énergie qui soient moins polluantes. Pour le transport de marchandises, si certains sont également implantés dans le domaine du transport, pourquoi pas aussi imaginer le passage à des biocarburants, des biogaz, des gaz de synthèse pour pouvoir aussi réduire la facture et quelque part contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça vaut aussi quand on est une entreprise qui fait appel à des transporteurs, pas forcément si on a cette activité de transport, mais d'intégrer dans les critères, là c'est là où on revient à la chaîne de valeur, d'intégrer dans les critères que l'on applique à ces prestataires des critères RSE, c'est-à-dire on veut avoir par exemple un prestataire qui a une flotte majoritairement constituée de véhicules non polluants, par exemple. Ensuite, sur les voyages d'affaires, parce que ça, c'est aussi un point qui peut-être concerne une grande majorité d'entreprises. On a parfois du personnel qui va avoir ces voyages d'affaires. Pourquoi ne pas mettre en place des règles qui permettent de réduire les émissions, privilégier le train, quand on propose des événements de groupe, des séminaires ou autres, apporter des solutions de transport collectif. Ça, ce sont des choses assez facilement, qu'on peut facilement mettre en œuvre. Ensuite, dans la chaîne de valeur, il y a aussi, et dans le scope 3 qu'évoquait Edwige, le scope 3, c'est vraiment les émissions indirectes au sens large, on va aussi penser à la mobilité des salariés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise peut agir avec un choix d'implantation ou avec un choix d'équipement mis à disposition qui peut faciliter finalement à réduire ces émissions de gaz à effet de serre de la part des salariés qui viennent travailler à l'entreprise. Donc, ça peut être des parkings vélos, des bornes électriques, et ça peut être aussi en interaction avec les pouvoirs publics pour favoriser l'accès, comprendre quelles sont les politiques qui sont menées en termes de transport dans la ville où on a implanté. Et puis, par ailleurs, on peut aussi penser économie circulaire sur cette thématique de la mobilité, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se lancent dans des mobilités, dans des types de mobilité un peu différents, qui permettent de réduire les émissions et même de réduire le parc de véhicules dont on a la nécessité avec le recours à des abonnements, avec une mise en commun de certains véhicules qui sont utilisés avec des usages temporaires, par exemple. Donc voilà, il y a aussi ce type de réflexions qui peuvent être engagées. Et là encore, je ne vous le détaille pas parce que vous pouvez directement le voir là sur le support, mais vous avez à chaque fois le pendant sur les ESRS et les informations à fournir dans votre reporting de durabilité. Donc, tout ça est intéressant à faire rentrer dans votre réflexion sur votre stratégie. J'aborde maintenant la question de l'utilisation durable des ressources et de l'économie circulaire, qui est un grand thème extrêmement large. Et finalement, ça peut être un peu... on peut se poser la question, comment finalement aborder cette question de l'économie circulaire, qui est un grand thème de la CSRD ? Alors, l'idée, ça va être de se poser la question aussi de ces modes de production et de fonctionnement. Par exemple, dans une entreprise qui va avoir une vocation industrielle, sur le choix des matières premières. Se poser la question de savoir, c'est un peu comme la cantine pour les enfants, ou quand on est dans des domaines un peu comme ça, on voit facilement, mais ça peut être la même chose pour n'importe quelle entreprise. Sur les matières premières que l'on utilise, y a-t-il plus local que ce que l'on utilise ? Finalement, les matières premières que j'utilise, comment sont-elles produites par mes fournisseurs et comment sont-elles transportées ? Est-ce que je n'ai pas un levier d'action à activer pour réduire cette distance et pour réduire finalement l'impact que je peux avoir de manière indirecte en utilisant tel ou tel fournisseur ? Et donc, il y a une réflexion engagée sur le coût versus ce que ça représente aussi en termes d'émissions. Par ailleurs, on a une grosse question autour des emballages. Finalement, ça va aussi beaucoup contribuer à la pollution, ces emballages. Et donc, quelque part, intégrer ça directement dans la réflexion de l'entreprise, c'est un point important. Sur l'éco-conception des emballages, peut-on moins plastifier ? Peut-on regrouper les produits de manière différente pour avoir un mode de transport plus efficace ? Et surtout, peut-on utiliser des matériaux recyclés ou recyclables pour pouvoir emballer les différents produits ? De la même manière, on va
aussi essayer de proscrire au maximum tout ce qui est produit à usage unique. Et se poser la question d'options plus réutilisables. C'est ce qui se passe beaucoup dans l'alimentation, enfin dans le secteur de la restauration, par exemple, où on voit des transformations de business model qui permettent d'avoir beaucoup moins de déchets. Et ça, c'est extrêmement impactant à l'échelle d'un business qui va beaucoup consommer des produits à usage unique. Autre point sur les ressources que l'on utilise, pourquoi ne pas imaginer sur certains équipements louer plutôt qu'acheter ces équipements? Parce qu'on a peut-être un taux d'utilisation qui n'est pas optimal, et donc il y a aussi cette question à se poser. De la même manière, sur les causes de gaspillage, comment les réduire, comment trouver des débouchés à ces déchets. Les produits que l'on fabrique peuvent-ils être plus éco-conçus? Peuvent-ils être réparables? Ça aussi, c'est une question qui peut être intéressante à se poser. Et finalement, une réflexion beaucoup plus globale sur l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. Comment je traite mes fournisseurs? Est-ce que je les paye en temps et en heure? Est-ce que je les paye au juste prix? Est-ce que je partage la valeur avec mes travailleurs? Et est-ce que j'apporte à mes clients le bénéfice qu'ils sont en droit d'attendre de mes produits ou de mes services? Donc ça, cette réflexion, elle est très globale, mais ça participe effectivement à alimenter votre réflexion sur la CSRD et le futur reporting de durabilité. Et donc, le dernier point que j'aborde sur les ESRS, et ça va être donc sur les travailleurs dans la chaîne de valeur. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a, c'est ce qu'on note ici, 52% des entreprises qui sont en difficulté pour recruter. En parallèle, on va avoir des employés qui vont juger que leur salaire est inadapté au regard de leurs responsabilités et de leur poste. Et puis, on peut aussi voir et observer que de nombreux jeunes diplômés dénoncent une perte de sens au travail. Tout ça fait qu'on peut aussi imaginer agir sur ce levier de la politique RH. Mettre en place une politique RH qui soit beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale et qui va intégrer un certain nombre d'éléments, notamment le mode de management, le mode de rémunération, les aspects santé, prévoyance, la formation et la qualité de vie au travail. Et en fait, tout ça peut être un socle extrêmement puissant pour l'entreprise pour agir sur ces difficultés, pour retenir les salariés et recruter. Donc, ça passe aussi par donner du sens. Le sens, ça peut passer par la définition du projet d'entreprise qui intègre les salariés à la réflexion. Agir sur les différents leviers de motivation, parce qu'en fait, on se rend compte que le salaire n'est plus l'unique levier de motivation et qu'il faut aussi jouer sur le temps de travail, sur le projet sociétal de l'entreprise. Dans les modes de recrutement, quand on a des difficultés, ça peut être aussi intéressant de s'imaginer sortir encore une fois un peu du cadre et se dire pourquoi ne pas aller vers le recrutement de populations seniors qui ont une forte expérience mais qui sont assez éloignés du monde du travail lorsqu'ils en sont sortis à un moment donné de leur carrière. Ça peut être une solution aussi de garantir finalement d'avoir un recrutement plus efficace et de pérenniser les recrutements qui sont réalisés. On peut aussi imaginer transformer le rôle du manager pour pouvoir lui donner davantage de temps sur des tâches qui sont effectivement autour du management. Ce qu'on observe, c'est que on a une perte du sens du management avec des personnes qui sont souvent sur l'opérationnel et beaucoup moins sur le management, ce qui fait aussi perdre du sens au travail des salariés au sens large. Et puis finalement, l'idée est aussi dans cette réflexion de se projeter plus durablement et donc de donner effectivement une réflexion sur le parcours professionnel, la montée en compétences de l'ensemble des salariés au sens large. Et encore une fois, je ne détaille pas l'ensemble des points qui sont sur votre droite, mais ça vous permet quand même de voir que tous ces indicateurs qui sont listés sont bien en lien direct avec ce que je liste ici comme action concrète potentielle. Alors, Edwige, tu me dis s'il y a des questions à ce stade? Alors, il y a une question, mais pas, je pense qu'il s'est posé post-analyse de matérialité. On a une question sur les banques en disant, mais comment une banque ou un établissement d'investissement va introduire ce sujet de double matérialité, ce large champ des possibles pourrait conduire à faire des choix non exhaustifs, voire non pertinents. C'est vrai que pour certains secteurs, c'est un peu plus compliqué que d'autres de faire exercice de double matérialité parce qu'on a un certain nombre de thématiques qui sont très industrielles et très opérationnelles, mais
il y a quand même un sujet pour les investisseurs ou les établissements bancaires, c'est que vous avez un impact via vos investissements. C'est-à-dire que notamment sur la partie climat, bien entendu, vous allez regarder le scope 3 et le plus gros de vos scope 3, c'est quand même vos investissements. Et donc, votre politique d'investissement, elle va jouer. Elle va être très importante en effet en matière de matérialité. Donc il y a la question de quels sont mes impacts propres, mes salariés, l'éthique et la gouvernance, mais typiquement la chaîne de valeur et la chaîne d'investissement, il faut qu'elle soit prise en compte sur les sujets climat et on pourrait imaginer aussi la prendre en compte sur les sujets pollution ou économie circulaire en fonction de vos axes d'investissement. Donc, bien entendu, on ne va pas vous demander de remonter des informations qui viennent des entreprises, je ne sais pas, sur les aspects des déchets, etc. Ce n'est pas des informations que vous aurez à récupérer. Par contre, sur votre politique d'investissement, là, vous aurez des choses à dire et ça sera un sujet majeur dans ce cadre-là. Donc, il va falloir distinguer le propre de la chaîne de valeur. Et c'est vraiment un sujet qui est clé dans l'analyse de matérialité. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut rajouter sur les banques, c'est que les banques vont aussi beaucoup s'appuyer sur les éléments que leurs contreparties vont remonter. C'est en ça que c'est important, effectivement, que les reportings de durabilité soient fiables, et c'est pour ça qu'ils seront audités. C'est que les banques vont aussi s'appuyer sur ces informations-là qui seront reportées par les contreparties. Et il y a une autre question sur les travailleurs sur la chaîne de valeur, sur où on s'arrête. Aujourd'hui, dans la lecture des textes, mais on va attendre les textes définitifs pour bien savoir où on s'arrête, il vise essentiellement le rang 1 et notamment les salariés, sous-traitants, fournisseurs qui sont dans vos locaux, qui travaillent directement avec vous. Donc, on n'est pas encore sur des sujets de chaîne de valeur extensive, on est plutôt à avoir une lecture stricte sur un premier rang. Maintenant, on va attendre de voir si l'Europe a bien cette vision-là, mais c'est plutôt ça qu'on vise et on est sur beaucoup de qualitatif. Ayez-le en tête, travailleurs, chaîne de valeur, on est sur du qualitatif, beaucoup d'informations de cet ordre-là. Donc, sur du qualitatif, en effet, vous avez une responsabilité peut-être un peu plus étendue par rapport aux politiques que vous mettez en œuvre. Mais la limite n'est pas encore très claire. Alors, donc, je vous propose de poursuivre sur un exemple pratique sur la thématique de l'économie circulaire. Donc là, on vous a pris l'exemple d'une papeterie qui intervient du coup sur un secteur qui est relativement concurrentiel et qui a été un peu mis à mal par justement la hausse du prix de l'énergie, etc. Et donc cet exemple-là, on le trouvait assez intéressant parce que finalement, cette papeterie se porte très bien. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a engagé une réflexion avec des thématiques ESG déjà très fortement ancrées il y a plusieurs dizaines d'années et en récolte les fruits finalement en période de crise. Donc ça, c'est intéressant à observer. Alors, quelles sont les thématiques qu'on a pu observer sur cet exemple ? Eh bien, cette papeterie, donc la papeterie Gemdou, elle a directement axé sa politique de sourcing des matières premières sur quelque chose de très local dès l'origine, puisqu'en fait, elle produit en fait des bobines de papier pour fabriquer des cartons. Donc, c'est ça l'activité. Et donc, pour pouvoir produire et se sourcer, elle a décidé de s'intéresser aux centres de tri, aux collectivités, mais vraiment dans la région d'implantation de l'entreprise, d'aller voir la grande distribution, d'aller voir les industriels de la région et d'aller récolter l'ensemble de leurs déchets papier, donc vieux papier, carton, etc. Et surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place une politique qui garantit finalement aux fournisseurs, donc à ces différentes collectivités où elle va chercher les papiers, un prix de marché. C'est-à-dire que tous ces fournisseurs, entre guillemets, vont avoir accès comme ça à une ressource complémentaire en recyclant leur papier. Ensuite, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'en termes de fournisseurs, il y a eu un spectre large qui a été touché par cette entreprise, puisqu'elle est allée aussi voir des toutes petites structures, ce que ne font pas généralement ce type d'industriels, tels que des ateliers Emmaüs, des associations caritatives, etc., qu'elle a permis ainsi de faire vivre. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont aussi bénéficié du prix de marché dont je vous parlais pour des plus gros fournisseurs de papier recyclé,
et bien là, elle a garanti à ces associations, à ces petites structures, d'avoir ces revenus complémentaires avec un prix de marché du carton, et donc a ainsi fait rayonner son modèle sur la région avec cette œuvre un peu d'aide et de soutien aux associations. En ce qui concerne l'énergie, je vous disais que cette entreprise n'a pas tellement souffert de la hausse des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des dizaines d'années, l'entreprise avait investi dans une centrale biomasse, qui est une centrale qui est située juste à côté de l'usine, qui est en service depuis 2019 et qui est alimentée en bois. Et en fait, cette entreprise-là va contribuer à 80% des besoins de l'usine de la papeterie. Et donc, vous voyez bien directement que l'économie d'énergie est assez flagrante. Et donc, cette papeterie a investi, puisqu'elle détient 10% finalement de cette usine centrale biomasse. Donc, ça montre un peu qu'il y a eu une réflexion en amont et qui permet finalement de porter ses fruits en période de hausse du coût de l'énergie. Sur les ressources eau, donc comme l'ensemble des territoires en France, hein, la région du Doubs a été impactée par la sécheresse, et cette rivière dans laquelle l'usine puisait de l'eau pour pouvoir faire son processus de fabrication, était aussi touchée par les sécheresses annoncées. Et donc l'usine a modifié son process afin de recycler et réutiliser plusieurs fois l'eau qui était captée. Et ainsi, elle a réduit de 25% sa consommation d'eau. Donc c'est des choses qui sont relativement simples, des leviers très concrets qui ont été mis en œuvre et qui en fait ont permis de garantir la pérennité et la rentabilité finalement de cette entreprise. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que l'on vous propose, c'est un exemple qui porte plus sur les travailleurs dans la chaîne de valeur. Donc là, on parle d'une entreprise qui réalise de la maintenance de flotte de vélos. Et pour cette entreprise, ce qui a été important, c'est de mettre en œuvre un projet, donc ils l'ont appelé un projet d'avenir, avec leurs salariés, et donc quelque chose d'assez innovant dans la manière de retenir les salariés. Alors, sur l'aspect rémunération, effectivement, cette entreprise, elle a connu, comme beaucoup d'autres, des difficultés sur le recrutement. Malgré tout, elle n'avait pas les moyens d'augmenter massivement les salaires. Donc, ce qu'elle a fait comme choix, c'est d'orienter ces augmentations sur les plus bas salaires et d'instaurer la semaine de 4 jours dans certaines activités où c'était possible. En optimisant la chaîne de travail. Et donc, quelque part, l'avantage d'un point de vue du salarié, ça a été aussi de gagner du temps libre, ce qui a été faisable dans ce business model. Je ne dis pas que c'est applicable partout, mais quelque part, ça peut être des réflexions à engager. Par ailleurs, il y a eu un enjeu de pérennisation des emplois. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée a été aussi de rendre moins précaire l'ensemble de la chaîne de valeur et donc de passer en CDI un certain nombre d'employés qui étaient auparavant sur des contrats précaires, avec une stratégie qui accompagne tout cela, pour être sûr que ça, c'est compatible avec la trajectoire de l'entreprise, la trajectoire financière de l'entreprise. Mais il y a vraiment eu cette ambition de transformer en CDI un certain nombre de contrats, ce qui a aussi généré de la satisfaction dans les employés qui, eux, étaient déjà en CDI parce qu'ils se sont sentis accompagnés avec de nouveaux relais au sein des salariés pour partager équitablement le travail. Sur le bien-être au travail, il y a un dispositif sur la montée en compétences qui a été mis en œuvre par cette entreprise avec des ateliers de réflexion collaborateurs-managers qui ont permis de savoir finalement sur le terrain comment l'employé envisage-t-il sa progression, sa montée en compétences. Et ça a été extrêmement positif aussi pour cette entreprise. Et enfin, le dernier palier, c'est vraiment l'inclusion des salariés dans le projet de l'entreprise avec des réflexions qui sortent un peu de l'approche top-down, mais avec des ateliers participatifs et surtout des projets concrets qui sont sortis de ces ateliers participatifs et qui ont été confiés à la charge de certains salariés, pas forcément des managers, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Et donc, ça a créé un sentiment de responsabilisation et d'appartenance des salariés. Donc voilà le type d'action qu'on peut envisager
à travers ces 2 exemples. Alors forcément, ça ne s'applique pas à tous les types d'entreprises, mais ça peut être inspirant en termes d'exemples. Et pour finir, sur les différents exemples et les bonnes pratiques qu'on peut observer, je vous propose également un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a observées sur les 3 grands piliers ESG, avec l'idée que sur les aspects environnementaux, il peut être bénéfique d'aller faire régulièrement un bilan carbone pour mesurer et piloter sa réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi pas aussi pour un certain nombre d'entreprises s'orienter vers des labels qui sont pertinents au vu de l'activité et qui pourraient être obtenus, et ça donne un peu une feuille de route, un champ d'action assez concret avec des étapes concrètes à passer, et se dire tiens, j'ai obtenu tel label et ça m'a permis d'avancer dans ma stratégie. Et puis aussi de mettre en place une politique qui permet de récupérer les indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre des fournisseurs pour pouvoir alimenter ses propres indicateurs sur le scope 3. Sur les aspects sociaux, donc là on l'a vu à travers l'exemple que je vous ai présenté juste avant, essayer d'engager les salariés dans les différentes initiatives de l'entreprise. Une idée qui m'avait été remontée par une entreprise qui travaillait dans le domaine de la consultance informatique, qui était de dire quand une population est en période de creux d'activité, est en disponibilité, c'est comme ça que le terme a été utilisé, eh bien, pourquoi pas utiliser ces personnes-là pour faire du mécénat de compétences auprès d'associations. Et ça permet de donner aussi du sens, bien sûr sur base de volontariat, mais ça permet de donner du sens et ça permet d'occuper des personnes qui sont en creux d'activité sur certaines périodes de l'année. Dans la politique de recrutement, ça c'est assez classique, mais finalement, comment dans la politique de recrutement intégrer davantage de mixité, d'équité de traitement des candidatures, pourquoi pas s'orienter vers des populations qui sont plus éloignées du travail à l'heure actuelle. Et puis, une dernière réflexion importante et assez dans l'air du temps, qui est le partage de la valeur, c'est comment engager une réflexion sur la politique de rémunération. Et puis, ça vaut aussi pour les dirigeants, c'est-à-dire comment intéresser les dirigeants à atteindre des critères ESG. Donc, pourquoi pas indexer la rémunération des dirigeants sur ces thématiques-là, ce qui est d'ailleurs très largement fait dans les grandes entreprises. Sur les aspects de gouvernance, sur la chaîne de valeur, il y a aussi des politiques qui peuvent être mises en place pour les fournisseurs, notamment pour le respect de certains critères sociaux et environnementaux, d'intégrer dans vos politiques l'ensemble des réflexions autour du risque de corruption. Il faut sensibiliser le personnel, il faut pourquoi pas identifier qui est exposé dans l'entreprise, donc ceux qui participent par exemple à des appels d'offres, les départements commerciaux, ceux qui sont dans la communication, etc. Et puis le dernier point, il faut garder en tête que la taxonomie est un indicateur qui sera très regardé, donc les ratios publiés au titre de la taxonomie, et donc mettre en place une stratégie pour améliorer le chiffre d'affaires durable et aussi les dépenses d'investissement durable. Donc voilà un peu le benchmark de bonnes pratiques que l'on peut mettre en place. On a juste quelques questions, on va peut-être les prendre maintenant, si ça te va. Alors c'est plus sur le bilan carbone, j'ai l'impression qu'il fait pas mal réagir ce sujet-là. On a 2 questions, on a une première question sur le fait de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de compter en double, en triple sur le sujet. Et on a une deuxième question sur les méthodes utilisées pour le bilan carbone. Donc en se disant voilà comment on fait les ratios, etc. Alors moi je peux peut-être répondre à la première question et voilà la deuxième. La première question c'est très simplement, je vais vous donner un exemple. Je suis un constructeur automobile, je vends des voitures. Donc j'ai mes émissions de construction, j'ai mes émissions d'achat et ensuite ma voiture quand elle va être consommée, quand elle va rouler, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre. Alors en effet moi en constructeur je vais pas pouvoir jouer sur comment le conducteur conduit, les émissions. La voiture elle est faite pour rouler. Mais si je vends une voiture électrique versus je vends une voiture thermique, j'ai un poids en fait en termes d'émissions. C'est-à-dire qu'avec une voiture électrique, je vais réduire intrinsèquement les émissions qui sont associées à la conduite et à l'utilisation. Si j'ai une voiture avec un plus petit moteur et qui émet moins, bien entendu, que j'ai travaillé sur la R&D, ma voiture, elle va émettre moins en soi. Et donc, quand on dit qu'on travaille sur la chaîne de valeur, c'est ça. Ça veut dire que le produit qu'on vend, s'il est moins émissif, s'il est moins polluant, s'il est recyclable, etc.,
l'utilisateur à la fin pourra soit le remettre dans une chaîne d'économie circulaire, soit il consommera moins parce que le produit est plus efficace. Et pareil sur l'amont, c'est pas la même chose de travailler avec des fournisseurs qui eux-mêmes vont réduire leurs émissions parce qu'ils ont des bâtiments qui consomment moins, qu'ils ont fait des efforts dans le sourcing et donc il y a moins d'émissions dans la chaîne amont que de travailler avec un fournisseur qui fait pas attention à ses consommations d'énergie, qui va sourcer n'importe où, n'importe comment et qui à la fin finalement vous livre une matière première ou un produit qui lui est plus polluant qu'un autre. Et donc en fait tout l'enjeu c'est dans votre acte d'achat vous avez une action de mise en œuvre. En fonction de ce que vous achetez, vous n'allez pas avoir les mêmes émissions associées. Et ce que vous demande dans le bilan carbone de tenir compte de ces éléments-là, bien entendu, il faut le calculer sur toute la chaîne de valeur, il n'y a pas de choix. Mais si vous avez des actions d'achat plus engagées, vos émissions, elles vont baisser. Donc, c'est tout cet enjeu-là de travailler sur la chaîne de valeur, c'est que, quoi qu'on en dise, les entreprises ont des leviers d'action sur l'amont et sur l'aval. Idem pour le transport. Comment est fait mon transport? Est-ce que c'est par avion? Est-ce que c'est bateau? Est-ce que c'est par train? Est-ce que c'est proximité ou est-ce que c'est en Asie? On ne va pas avoir les mêmes impacts en tant qu'entreprise sur ce scope-là en fonction de nos décisions d'achat, notamment sur le transport. Donc, c'est là où il y a des leviers d'action et c'est pour ça qu'on compte en double. C'est que la responsabilité n'est pas que chez le fournisseur, elle est aussi chez le donneur d'ordre dans ce cadre-là. Et la deuxième question, les méthodes utilisées, il y en a deux, moi je vous conseille, c'est soit le GHG protocole, soit la méthode de l'ADEME. En fait, c'est celles qui vont. Le GHG protocole, c'est celles qui sont préconisées dans les ESRS, mais qui s'inspirent beaucoup. Celle de l'ADEME, hein, c'est très proche. Le bilan carbone de l'ADEME est très proche. C'est les deux plus robustes. Alors oui, il y a des estimations quand on parle de facteurs et d'émissions, etc. Mais l'enjeu n'est pas d'avoir la donnée la plus précise possible. L'enjeu, c'est votre trajectoire. De manière très claire. Vous allez partir d'un point A, il ne sera pas parfait, il ne sera pas même un calcul monétaire, peut-être dans un premier temps. Vous allez affiner et votre objectif, c'est d'être le plus bas possible dans 10, dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc voilà, la méthode, il va falloir la suivre, elle va s'affiner avec le temps, mais l'enjeu, c'est plutôt la trajectoire que vous allez vous donner pour réduire vos émissions. Donc, il y a des différences avec la méthode utilisée, mais à l'arrivée, c'est surtout la trajectoire qui va compter. Donc, ayez cet élément-là en tête et aussi ayez en tête qu'il faut mieux une donnée physique qu'une donnée monétaire. Parce que bien sûr, avec l'inflation, compter en euros, c'est compliqué. Forcément, ça va faire gonfler vos émissions. Donc, c'est d'aller le plus possible vers des données physiques. Et quand vous n'avez pas l'information, vous allez sur du monétaire. Je te repasse la parole. Oui, alors, on va faire assez rapidement sur ce dernier volet. L'idée, c'est de savoir finalement comment ce reporting, la CSRD, sera utilisé par les investisseurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces informations collectées auprès des contreparties, des participations, etc., va permettre d'alimenter le reporting de durabilité de l'investisseur lui-même. Donc ça, c'est un premier point à comprendre. Le deuxième point à comprendre, c'est que finalement, les investisseurs ont également une certaine pression de leur côté pour pouvoir devenir des vecteurs de durabilité à travers la manière dont ils vont sélectionner leurs investissements et comment ils vont décider si oui ou non ils investissent dans telle ou telle entreprise. Et quelque part, votre rapport de durabilité, ça sera un élément tangible pour donner une réponse à cette question et pour finalement justifier le fait que cet investisseur ait fait un bon choix en investissant dans votre entreprise. Et le troisième point, c'est que ces investisseurs vont avoir à un moment donné une exigence, et tout comme d'ailleurs toutes les entreprises qui seront soumises à ce reporting, de disposer d'informations fiables, comparables et de mesurer les progrès. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, c'est qu'on n'aura pas forcément d'exclusion des périmètres d'investissement des entreprises financières, mais plutôt une exigence de trajectoire, c'est-à-dire une exigence que l'entreprise ait vraiment réfléchi à ces sujets, tous ceux qu'on vient d'évoquer ensemble pendant cette présentation, et qu'elle se soit fixé des objectifs et fixer une trajectoire. Et comment ensuite elle va mesurer ses progrès vers ses objectifs et l'endroit où elle se situe dans cette trajectoire qu'elle s'est fixée. Donc ça risque d'être effectivement un souhait de la part des investisseurs, une exigence d'ailleurs de la part des investisseurs. C'est vous n'êtes pas forcément totalement green aujourd'hui, mais en tout cas, quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place pour aller vers quelque chose de plus durable. Donc voilà pour ces éléments-là.
Et puis je crois que Christophe va aussi nous parler des initiatives de BPI. Ouais, effectivement, bah, écoutez, merci beaucoup Edwige, Natacha pour, l'excellente présentation, qui je pense met bien la table, hein, sur la CSRD, puis comment, concrètement on peut s'y préparer. Sur les dernières diapos là, sur comment le secteur financier va s'y préparer, je peux être que en accord. Effectivement, on a beaucoup, nous côté, BPI, hein, mais le secteur financier de manière générale, beaucoup d'autres reporting en plus de la SFRD, la CSRD pardon. On voulait pas forcément vous faire peur en mettant tout, mais il y en a beaucoup, et donc effectivement, aujourd'hui, il y a aucunement l'intention d'exclure qui que ce soit. Hein, ça, on est très clair là-dessus sur, la transition, la mise en transition. Puis je vais détailler quelques exemples ici, mais à mesure que le temps va passer, que les exigences, de toutes parts vont augmenter, ça va être de plus en plus, difficile de ne pas montrer, patte verte, si je peux dire, sur nos financements, sur nos investissements, hein, le monde de la finance, en général, je parle. Donc, peut-être que demain, l'accès sera peut-être plus difficile au financement, à l'investissement pour les entreprises qui, sans être 100% vertueuses et des parangons d'exemplarité, mais néanmoins qui n'ont pas démontré du tout de mise en transition, etc. Ça sera effectivement beaucoup plus difficile pour elles. Cela étant dit, voilà, nous, on veut vraiment être, dans le rôle, d'accompagnement et de remplir notre mission aussi, de service public, et si je reprends vraiment un petit peu les étapes que mentionnaient, Edwige et Natacha, sur, comment se préparer à 24 mois, 18 mois et cetera, et que je reprends, bah, on a un certain nombre de ressources, qui sont déjà disponibles, gratuitement, souvent, ou subventionnées, par BPIFrance et l'ADEME. Déjà pour se préparer, s'approprier, et s'acculturer, on a tout un ensemble de ressources gratuites, sur le site de BPIFrance, Université, hein. Je mets les liens, puis vous aurez la présentation à la fin de ce webinaire. On a aussi, un bureau qui s'appelle le Lab, qui, produit beaucoup d'études, sur, justement, les PME, les l'ETI, l'entrepreneuriat et cetera, et il y a très, très régulièrement des sujets sur, la durabilité, sur la décarbonation et cetera. Donc des éléments à aller chercher, et aussi, bah, de voir un peu notre écosystème, hein, qu'on est souvent, pas seul. Et puis après, bah, quand on passe vraiment plus dans la phase de formalisation, et autres et d'action, bah, là aussi on a beaucoup de choses à proposer. L'IMC, alors, si vous êtes client BPIFrance, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc qui est l'indice de maturité climatique, et en fait nos équipes sont d'ores et déjà, formées, hein, pour échanger sur ces thèmes, sur le thème du climat, et peuvent justement, entamer la discussion, avec, des petits outils qui vous permettent un petit peu mieux de vous placer et d'explorer vos opportunités. Donc ça je vous engage vraiment à initier la discussion, si c'est pas déjà fait, sur ce sujet. Également, on a une très grosse activité, de diagnostic, et de mission de conseil, et qui peuvent un petit peu en mode, comme on vous présentait avant là, ESRS, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut aider à répondre. Donc là, vous en avez quelques-uns, mais on parlait tout à l'heure d'évaluer un petit peu mieux la performance de ces bâtiments. Bah, on a un diagnostic Perfimo, lui aussi qui est très subventionné, bah, qui peut vous aider là-dessus. Sur l'éco-conception, on a un diagnostic là-dessus. Sur le bilan carbone, on a aussi un diagnostic. À chaque fois, avec des subventions de l'ADEME, donc qui vous permettent, même si, les moyens au début sont pas énormes, mais de vous mettre en mouvement, en transition. Puis à chaque fois, ça découle sur, bah, des plans d'action, et des opportunités. On a aussi les accélérateurs, ça aussi vous en avez, sans doute entendu parler, mais ce sont des accompagnements de 12 à 24 mois, sur des sujets comme voilà la décarbonation, l'agroécologie, la transition énergétique. Donc en fonction de votre secteur d'activité, bah, vous pouvez, commencer voilà sur des réflexions un petit peu, plus, moyen long terme, là-dessus. Puis après, bah, on a toute une gamme de prêts verts, de prêts immobiliers sur ces sujets-là, donc ne pas hésiter, je pense à initier
la conversation avec nous sur ces thématiques-là, ou en tout cas répondre présent quand on vous les propose. Voilà, alors je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, il y en a eu pas mal. C'est assez preuve, je pense qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. Donc comme je le disais, le lien en réécoute vous sera envoyé sous peu, ainsi que les diapositives de la présentation. Entre-temps, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, je voudrais vraiment remercier Edwige Ray et Natacha André pour leur temps et puis le temps passé à préparer cette présentation et à l'animer. Voilà, merci beaucoup Merci à à vous. vous. Et Merci puis à vous. merci à tous pour votre écoute. Voilà, très bonne journée. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à tout le monde.